Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le lundi 8 novembre, voici les titres de cette édition. Autorité, territoire et travail. Jeudi, Xavier Bertrand s'est rendu à Saint-Cyr-l'École pour présenter ses idées. Une campagne dans le cadre du Congrès Les Républicains à venir début décembre. Réservé aux adhérents, il permettra de choisir un candidat unique pour les élections présidentielles de 2022. Les radios libres fêtent leurs 40 bougies cette année. La date du 9 novembre 1981 marque la libéralisation des ondes. Avant ça, les radios existaient déjà mais émettaient de façon illégale. Les exemples d'anciennes radios yvelinoises dans ce journal avec Radio Vexin Val-de-Seine et Radio Vieille Église. Et puis cette semaine, c'est le retour du dossier de la rédaction consacré à la hausse des prix, aux oubliés des aides ou encore aux associations qui s'inquiètent. Zoom ce soir sur le covoiturage, une pratique prisée depuis la hausse des prix de l'essence. Moins de trains le week-end, rallongement du temps de parcours. La ville de Saint-Cyr-l'École a interpellé la SNCF et Île-de-France Mobilité pour un retour aux anciens horaires sur la ligne N du Transilien. Le reportage de Mathilde Fourcou. Depuis le 22 août, la SNCF a mis en place de nouveaux horaires sur la ligne reliant Mantes-la-Jolie à Paris-Montparnasse ou encore Rambouillet, des modifications contestées par la ville de Saint-Cyr-l'École. J'ai aussi été interpellé par des gens qui s'étonnaient de ne pas retrouver, alors qu'ils retournaient au travail en présentiel, le train qu'ils avaient l'habitude de prendre. Et donc très clairement, on a un enjeu parce qu'on a des parents qui déposent leurs enfants à l'école ou à la crèche et qui prennent un train dans le quart d'heure qui suit pour aller à l'heure au travail. Là aujourd'hui, on leur dit que ce train ne circule plus et qu'il faut partir un quart d'heure plus tard ou un quart d'heure plus tôt. Le temps de parcours des Yvelinois sur la ligne N s'est allongé de 4 minutes, provoquant des soucis au niveau de leur correspondance avec d'autres trains ou bus. À chaque fois, on est en retard, on ne respecte pas sa correspondance et puis on aimerait bien que les heures d'avant, que ça nous revienne. Pour l'élu au transport et à la circulation, un retour aux anciens horaires est nécessaire dès ce 12 décembre. Ce qu'on attend à Saint-Cyr-l'École, c'est que dès le changement de service, donc le 12 décembre prochain, on revienne à minima à la fréquence qu'on connaissait sur la ligne N avant Covid, c'est-à-dire un train tous les quarts d'heure toute la semaine. Donc un train par demi-heure sur les axes, et qu'on revienne aux heures de pointe au schéma de desserte qu'on avait avant, c'est-à-dire des trains semi-directs entre Sèvres et Paris-Montparnasse pour les branches de Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie, et semi-direct entre Viroflay et Paris-Montparnasse pour les branches de Rambouillet, pour permettre aux gens de ne pas avoir un allongement de temps de parcours qui est très préjudiciable à la qualité de vie. La ville de Saint-Cyr-l'École espère ainsi pouvoir compter sur l'appui des autres communes yvelinoises desservies par la ligne N. Le bus Job Insertion continue sa tournée dans les Yvelines, une unité mobile pour toucher les demandeurs d'emploi isolés, les accompagner dans leur recherche ou leur reconversion, mais aussi aider les entreprises à recruter. Un projet en partenariat entre le département, l'agence interdépartementale de l'insertion Activity, Pôle emploi et les missions locales. Aujourd'hui, le bus Job Insertion était à retrouver à Saint-Arnoux en Yvelines. Demain, mardi 9 novembre, il sera à Mantes-la-Ville, mercredi 10 novembre au Mureau et puis à la queue les Yvelines le vendredi 12 novembre. Le bus est accessible gratuitement et sans rendez-vous. Ils sont 5 à faire campagne pour devenir la tête du parti Les Républicains. Un congrès se tiendra en ligne du 1er au 4 décembre prochain pour déterminer le candidat du parti qui se présentera aux élections présidentielles de 2022. C'est dans ce cadre que Xavier Bertrand s'est rendu au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Cyr-l'École ce jeudi 4 novembre pour présenter ses idées lors d'une réunion publique. Un reportage avec Céline Charles. L'autorité, le territoire et le travail, voici les 3 grands thèmes du programme de Xavier Bertrand. Candidat pour représenter le parti Les Républicains aux élections présidentielles, il s'est rendu au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Cyr-l'École ce jeudi 4 novembre. Objectif, présenter son projet et échanger avec les militants. Mettre fin à l'impunité, les peines minimales obligatoires quand on s'en prend physiquement à un policier, quand on s'en prend à des pompiers, quand on s'en prend à un maire, et puis sur le pouvoir d'achat, la prime au travail. Que quelqu'un qui travaille à temps complet ne reçoive pas moins de 1 500 €, quelle que soit sa situation de famille, pour récompenser le travail. L'injustice aujourd'hui en France, elle frappe avant tout ceux qui travaillent, et ça c'est pas normal. Je vais y mettre un terme. Un congrès Les Républicains pour se ranger derrière un représentant unique aux élections présidentielles. Ils sont 5 candidats à se disputer la place. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin. Chacun pourra venir s'exprimer dans les Yvelines. C'est pas une primaire, c'est un vrai congrès. C'est-à-dire c'est une course avec un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc le premier, j'espère, celui ou celle qui sortira aura les meilleures propositions et on se rangera derrière lui ou derrière elle
pour faire campagne et gagner. Parce qu'on a une vraie chance de gagner. Une centaine de personnes a participé à la réunion publique. Pour les militants, pas facile de choisir. Beaucoup sont indécis. Ils attendent les propositions des candidats. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très décidés. Ce qui est intéressant, au contraire, c'est que ça permet justement que les gens se posent vraiment et réfléchissent. Écouter tous les différents débats pour que je puisse, le 4 décembre, décider quel sera le candidat le plus intéressant et qui sera apte de se présenter à la présidentielle. Seuls les adhérents LR pourront participer au congrès. Il se déroulera en ligne du 1er au 4 décembre prochain. Une rencontre qui s'est déroulée en présence de Pierre Bédier, président du département et de la fédération Les Républicains des Yvelines. Il y a 40 ans, le 9 novembre 1981, François Mitterrand a décidé de libéraliser les radios. Soumises auparavant à un monopole de l'État, de nombreuses radios apparaissaient alors au grand jour. C'est le cas dans les Yvelines de la RVVS, Radio Vexin Val-de-Seine, qui sort alors de la clandestinité. La radio située au Mureau existe depuis 42 ans. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Mathilde Francou. 18 juin 1979, date de la première émission pirate enregistrée par RVVS. 2 ans plus tard, la radio du Vexin et du Val-de-Seine se voit attribuer une fréquence lors de la libéralisation des ondes. Elle est aujourd'hui l'une des plus vieilles radios de France. La plus vieille radio de France, la plus vieille radio associative de France, qui à l'époque était pirate en 79, et en 1980, lorsque le président Mitterrand a libéré les radios, nous sommes devenus donc officiels. Et puis bien jusqu'à maintenant, en 2021, nous sommes toujours là sur la bande FM 96.2 FM. Je suis depuis la création de la radio depuis 1979. Avant, on était clandestin, on faisait dans les caves, dans les maisons, un peu partout. Et on était poursuivis par une voiture et une palabole qui nous cherchait. Et vous savez, on n'était pas libre. La liberté d'expression et faire connaître les différentes cultures représentent les 2 lignes conductrices de la radio depuis 42 ans. L'esprit de la radio libre, ça c'est très 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 important. La radio libre, c'est quoi pour nous? C'est le droit de parole donné à tout le monde, à toutes les communautés, à toutes les associations, et faire connaître aussi les différentes cultures. Destination Soleil, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre fréquence 96.2 FM, rvvs.fr pour ceux qui nous écoutent depuis loin dans les îles et puis dans le monde. Et au fil des ans, la radio a su développer une proximité avec ses auditeurs. Quand je fais l'émission Italoscopie, il y a régulièrement une auditrice qui m'appelle et qui me dit « Ah, je vous écoute » ou « J'ai pas eu le temps d'entendre le début, mais je suis là, je vous écoute, c'est bien, bravo ». On fait la radio pas pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir aux auditeurs. C'est ça qui est très important. Composée d'une trentaine de bénévoles et d'une salariée, la radio du Vexin et du Val-de-Seine a encore de belles années devant elle. Je vous le disais juste avant, les radios libres fêtent leurs 40 bougies cette année. L'année 1980 marquait la libéralisation des ondes. Avec nous ce soir pour continuer sur le sujet, Thierry Barbruder. Vous êtes le président de la radio Vieille Église. Nouveau président en plus depuis le 1er mai. Et ben voilà, super. Merci d'être avec nous ce soir. Mais je fais ce qu'on appelle partie du canal historique. Je vais développer un petit peu. Au tout début d'RVE, j'animais une émission de jazz. Et c'est vrai que dans les années 80, le jazz était un petit peu élitiste. Et c'est vrai qu'RVE m'a dit, ouais, pourquoi pas une petite émission de jazz pendant 1 heure. Donc voilà comment j'ai connu RVE et comment j'ai débuté avec RVE. Vous avez commencé par ça. En tout cas, merci d'être avec nous. Et donc, elle a été créée au début des années 80. Et elle est située donc à Vieille Église en Yvelines. Elle fait partie des plus anciennes radios yvelinoises. Est-ce que vous pouvez nous reparler un peu de ses débuts, justement ? Les débuts, c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu de la bidouille. En plus, on est une radio qui émet 24 heures sur 24, donc il fallait qu'on trouve des solutions pour pouvoir fonctionner 24 heures sur 24, car au départ, on était avec beaucoup de bénévoles, ce qui a un petit peu changé par la suite. Et en fait, on avait un matériel, on avait ce qu'on appelle des lecteurs à bande, qui nous permettaient d'avoir une diffusion 24 heures sur 24 quand il n'y avait pas d'animateur bénévole sur place. Justement, là, vous parlez des bénévoles aujourd'hui. Est-ce qu'on fonctionne encore beaucoup avec les bénévoles en tant que radio associative ? Alors, il y a quelques bénévoles, mais nous, on a 3 permanents, donc avec un responsable d'antenne et puis 2 animateurs salariés, plus les bénévoles, ce qui nous permet de toujours continuer en 24-24. Bien évidemment, il y a des émissions enregistrées, puisque même la nuit, il n'y a pas de monde à la radio. Forcément. Mais on émet toujours 24-24, donc avec 3 permanents.
Et du coup, donc, pour revenir en 1981, il y a eu, donc, avec cette libéralisation, une explosion du nombre de radios. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement avec cette nouvelle loi et est-ce que vous êtes nostalgique, vous, des débuts, parce que vous étiez un peu ce qu'on appelait une radio pirate au tout début? Un petit peu nostalgique quand même, parce que c'est vrai que dans les années 80, c'était la grande nouveauté. On pouvait le faire réellement à la vision de tout le monde, alors qu'au départ, c'était un petit peu compliqué. On faisait ça dans son garage, avec un petit émetteur, pas très puissant, avec une qualité un petit peu déplorable, mais bon, c'était le fait de démarrer quelque chose. Et la libéralisation, ça a justement permis d'être bien visible et de produire, on va dire, des choses, on va dire, concrètes à ce moment-là. C'était la belle époque. C'était la belle époque, hein. Oui, c'était la belle époque. Vous êtes donc une radio associative. Est-ce qu'on a plus de liberté au niveau de la diffusion quand on est une radio associative? Alors, on a une certaine liberté, mais on est quand même soumis au CSA. Donc, quand même, le CSA contrôle ce que l'on diffuse, tout ce qui est musique, chronique, enfin, etc. Et il faut quand même faire attention à ce que l'on fait. Il faut qu'on garde, par exemple, notre neutralité par rapport, on va dire, sur les aspects politiques, par exemple. Et justement, aujourd'hui, comment la radio évolue et comment on se démarque des autres? Alors, elle évolue, en fait, on a modifié la grille de programmation depuis fin août. On fait ce qu'on appelle des petits formats au niveau des chroniques. On s'est aperçu qu'en fait, les gens, au bout de 10 minutes, lâchaient un petit peu prise. Donc, on a fait des chroniques de 5 minutes. Alors, RVE étant une radio locale, on a des chroniques sur la consommation, chroniques sport, enfin, ce genre de choses, mais sur des petits formats. Et depuis que l'on fait ça, on s'est aperçu que les auditeurs étaient friands justement des petits formats, parce que ça permettait, en quelques minutes, d'avoir un maximum d'informations. On fait aussi de l'information locale, il y a de l'information nationale, mais toujours en petit format. Quand on parle du coup d'évolution, on va parler aussi peut-être un petit peu matériel. Au départ, on dit que c'était un peu de la bidouille. Aujourd'hui, comment a évolué ce matériel? Est-ce qu'on a plus de moyens, forcément? Alors, en moyens, on est une association, donc on fonctionne avec des subventions, donc il faut faire attention quand même au budget. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, nous, on a des studios qui sont en analogique. Là, sur 2022, on va faire une transition vers le numérique, ce qui va permettre d'avoir une qualité sonore bien supérieure, ce qui, au niveau de l'écoute, est quand même fort sympathique quand on nous écoute. Et l'autre démarche, on est en train de voir sur l'aspect DAB+, puisqu'on en entend parler actuellement. Et on risque de faire un partenariat avec une entreprise locale de Rambouillet, pour tout vous dire. Vous parliez de subventions, justement. Aujourd'hui, il y a une réalité aussi économique. Comment on fait après 40 ans, avec les subventions, mais après 40 ans, pour maintenir une radio associative, finalement? Quelles sont les clés, selon vous? C'est ce que je vous disais. Ces subventions, on connaît le budget que l'on a, donc on y fait très attention, sachant que du fait d'avoir 3 permanents, donc 3 salariés, comme tout le monde le sait, quand on a une entreprise, il y a les salaires, il y a les cotisations, donc ça représente une grosse partie du budget que l'on a, et on fait très attention, on va dire, à tout ce qui est investissement. Là, on a la possibilité, justement, je parlais de la transition vers le numérique, on a la possibilité d'avoir des subventions, ce qu'on appelle des subventions d'équipement, et on va en profiter sur l'année 2022. Donc, il y a tout un dossier à monter, c'est relativement complexe au départ de monter ce type de dossier, et après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Justement, vous me disiez, les nouveaux défis, finalement, c'est cette transition vers le numérique aujourd'hui? Tout à fait, puisque le monde de l'analogique existe toujours, mais avec ses défauts, mais avec ses qualités également. Et c'est vrai qu'en passant au numérique, ça permet d'implémenter beaucoup plus de choses. Donc, c'est pour ça qu'on se lance dans ce défi-là, sur 2022, de faire la transition vers le numérique. Donc finalement, c'est-à-dire que cette loi de 1980, elle a bouleversé totalement la radio. Complètement. Et dans une radio, il faut continuer à évoluer de toute façon, que ce soit programmation ou même que ce soit matériel. Enfin, ça c'est l'aspect que les auditeurs ne voient pas, mais ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout, et puis continuer à motiver les gens qui sont justement dans la radio, sur la partie bénévole, et puis aussi bien évidemment par rapport aux permanents qui sont là, pour leur proposer des nouvelles idées. Et justement, je m'appuie sur les gens qui sont en permanent au niveau de la radio. On propose certaines choses. Donc, on a un responsable d'antenne qui nous dit oui, c'est bon, oui, c'est pas bon, oui, mais. Mais c'est un travail collaboratif, en fait. Sur RVE, c'est vraiment un travail collaboratif, que ce soit les bénévoles ou les permanents. On est un groupe
Donc moi, je dis souvent, on est sur un même bateau, il faut un capitaine, donc c'est moi le capitaine. Mais on est tous à faire ramer ce bateau, à faire avancer ce bateau. Et c'est très, très, très important. Et en tant que capitaine, vous avez vu donc toute l'évolution de la radio. Toute l'évolution de la radio, oui. Bon, j'ai perdu un petit peu pendant quelques années, mais bon, j'y suis revenu rapidement. Merci beaucoup Thierry Barruder d'avoir été avec nous. Je rappelle donc vous êtes président de RVE, la radio Vieille Église. Merci à vous. Je vous le disais en titre cette semaine, c'est le retour du dossier de la rédaction consacré à la hausse des prix notamment. Depuis octobre, le prix de l'essence monte en flèche. Conséquence, de nombreux automobilistes sont obligés de trouver des solutions pour réduire la facture. L'une d'entre elles, c'est le covoiturage domicile-travail, le reportage de Célia Gatsongo. Il est 16h50 à Elancourt. Kevin Duguet, architecte système dans un groupe aéronautique, sort du travail. Il va rentrer chez lui, mais avant cela, il doit aller chercher sa passagère à quelques kilomètres de là. Depuis 2 semaines, cet automobiliste fait du covoiturage. Avec la hausse des prix du carburant, il a trouvé un moyen de réduire sa facture. J'ai fait mon calcul parce que je ne fais pas du covoiturage tous les jours et je devrais obtenir à peu près une trentaine d'euros dans le mois. Sur une semaine, l'automobiliste fait à peu près 2 à 3 trajets en covoiturage, ce qui lui permet d'être également autonome quand il le souhaite. Il utilise l'application Klaxit, qui met en relation un conducteur et un passager pour un parcours domicile-travail. En fait, je cherchais un moyen de pouvoir faire des économies de carburant tout en contribuant un petit peu à l'environnement. Et il m'a dit, tiens, moi j'utilise une application Klaxit assez régulièrement, c'est pratique, t'as pas grand chose à faire, t'as juste à t'inscrire. Et finalement, les gens se mettent en relation assez facilement. Donc j'ai essayé et finalement, quelques jours après, j'ai rencontré Sophie. Direction Bois d'Arcy, Kevin Duguet met environ 5 minutes pour récupérer Sophie Leclerc, technicienne laboratoire en contrôle qualité. Il ne fait aucun détour sur son trajet quotidien. Salut. Ça va ? T'as passé une bonne journée ? Super, et toi ? Mon conjoint a trouvé un emploi, donc on n'avait qu'une seule voiture pour nous deux, donc je prenais la voiture jusqu'à présent, sauf que là, vu qu'il a trouvé un emploi, lui a besoin de la voiture pour aller à son travail, et du coup, moi j'ai besoin de covoiturer ou de prendre le bus, qui est plus facile pour moi du coup, parce que c'était soit ça, soit racheter une voiture. Île-de-France Mobilité est en partenariat avec l'application Klaxit. Sophie Leclerc, détenant un pass Navigo, peut obtenir jusqu'à 2 trajets de covoiturage par jour gratuitement. Quant à Kevin Duguet, il est rémunéré à hauteur de 1,50 € par trajet et par passager. Donc en fait, ce gain, les conducteurs, au début, on peut peut-être se dire « Ah bah tiens, 1,50 €, finalement, est-ce que ça représente grand-chose ?» Eh bien, on voit qu'avec la hausse du prix du carburant, il y a de l'intérêt. Klaxit a constaté une hausse en octobre de plus de 50% des inscriptions conducteurs et passagers par rapport à septembre. C'est sûr qu'octobre fait prendre une conscience de plus en plus forte que la voiture, finalement, même pour de la courte distance, eh bien, ça coûte cher. Début octobre sur Saint-Quentin en Yvelines, plus de 40 000 trajets sont proposés. C'est l'un des premiers réseaux en France pour l'application Klaxit. Les classes départ, c'est un programme d'insertion socio-professionnelle en 7 mois destiné aux jeunes en décrochage scolaire et en isolement social. Dans les Yvelines, 7 jeunes s'entraînent au chant, au théâtre ou encore à la danse depuis donc plusieurs mois. Mardi et mercredi, donc 9 et 10 novembre, ils présenteront leur spectacle à la ferme de Bel-et-Bas, le théâtre de Guyancourt. Un reportage de Céline Charles. 7 mois pour prendre conscience de soi et des autres et construire un projet de vie. C'est le temps qu'a donné le programme Classe Départ à ces jeunes en décrochage. Je faisais pas d'études, j'avais pas de travail et je savais pas vraiment vers quoi m'orienter ni où aller, ce qui me plaisait, je savais plus vraiment. Essayer de changer la vie de ces jeunes, leur redonner énormément d'envie, le goût au travail, c'est pas un gros mot. Les réhabituer à ce que après ces 7 mois, ils puissent effectivement, qu'ils aient acquis le fait d'arriver à l'heure, de tout donner quand on est effectivement avec une équipe pour pouvoir créer quelque chose ou travailler dans une entreprise. Théâtre, danse, chant ou encore peinture, ces jeunes vont proposer une pièce poétique écrite à partir de leurs propres histoires, des histoires souvent difficiles qui parlent de leurs peurs et de leurs blessures. L'objectif, se libérer et grandir du passé pour mieux appréhender le futur. On s'aide et à la fin, c'est comme si on avait tout laissé sur la scène et qu'on partait libre. Grâce au chant, aux danses et à tout ça, au théâtre, ça permet de s'extérioriser, ça permet vraiment
de se découvrir soi-même à travers l'art. Il y en a certains, ils étaient en boule dans leur coin sans parler à personne en arrivant, quoi, en ne pouvant pas. Et là, c'est plus du tout les mêmes. Plus du tout les mêmes. La pièce sera présentée au théâtre de Guyancourt à la ferme de Bel-et-Bas les 9 et 10 novembre prochains, puis à l'Eurédis à Plaisir les 24 et 25 novembre. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mickaël Elmidoro à la présentation de votre magazine sportif. Très bonne soirée à tous sur TV78.